Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien essentiel. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets importants, l'usage des fonds publics, la manière dont c'est utilisé et parfois, peut-être est-ce que c'est utilisé à bon escient, et on va parler un peu du conflit russo-ukrainien. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonsoir Xavier Azalbert. Merci d'être sur le plateau. Donc on rappelle, vous êtes député, vous êtes président et fondateur de Debout la France, et vous avez été excessivement actif ces derniers temps dans les questionnements sur l'usage des fonds publics, ce qui vous a mené à faire des vidéos sur Conspiracy Watch, qui a été auditionné dans le cadre du fonds Marianne, en questionnant l'usage de ces fonds publics, comment ces gens-là étaient financés et comment ces gens-là non seulement utilisaient, mais détournaient parfois l'usage initial. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu ce que c'est l'objet de votre vidéo? D'abord, moi, j'en ai assez de me laisser traîner dans la boue par des faux journalistes qui, en fait, se font passer pour des fact-checkers et qui, en vérité, détournent la vérité. Donc, c'est des usurpateurs, quelque part. Ce sont des imposteurs. Parce que libre à M. Rudi Reichstadt d'avoir fondé un observatoire de ce qu'il appelle le complotisme. Complotisme un jour, dans la vérité l'autre jour en France. Mais libre à lui, il fait ce qu'il veut. Et je respecte, moi, la liberté de chacun. Mais ce que je n'accepte pas, c'est de découvrir que ce monsieur, relayé dans différents médias publics, tout à coup est financé par des organismes qui le financent pour des objectifs différents. Le fonds Marianne avait été créé, souvenez-vous, après l'égorgement de Samuel Paty. La lutte contre le séparatisme. Noble cause. Mais en quoi le fonds Marianne finance Conspiracy Watch pour 60 000 €, et s'il n'y avait pas eu l'enquête du Sénat, on n'aurait rien su. Donc il y a eu détournement de fonds publics, il y a eu un fonds Marianne suite à l'abomination de Samuel Paty, et puis cet argent va aux copains et aux coquins. Moi, j'accepte pas ça. Premier point. Deuxième point, on a découvert que la DILCRA, c'est-à-dire la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui est un combat noble, finançait aussi Conspiracy Watch, l'observatoire du conspirationnisme. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. 135 000 € depuis 2017, c'est pas rien. Et encore une fois, il y a confusion des gens. Moi, c'est ça que j'accepte pas. Mais vous, personnellement... Confusion des gens, non, mais j'insiste sur un point pour que les gens comprennent bien. C'est que M. Rudi Reichstadt fait des petites vidéos contre les complotistes, c'est-à-dire contre moi, contre M. Didier Raoult, mais ça n'a rien à voir avec le racisme et l'antisémitisme. Libre à lui de faire des vidéos contre moi. Moi, j'en ai rien à faire. D'ailleurs, elles ne sont pas vues. Mais elles sont relayées par le service public. Parce que vous avez Tristan Mendès France, vous avez Monsieur Pain, qui ont des émissions sur le service public, Complorama, Le Vrai du Faux, qui sont repris dans les journaux. Donc en fait, c'est une bande qui est là pour dézinguer les adversaires d'Emmanuel Macron. Qu'ils soient des adversaires de gauche, Mélenchon, qu'ils soient des adversaires patriotes, comme moi. L'objectif, c'est un réseau d'influence pour dézinguer les adversaires de Macron. Mais ça, à la rigueur, ils ont le droit. Moi, je leur en veux pas. En revanche, ce que je n'accepte pas, c'est cet amalgame entre opinions différentes et racisme. C'est-à-dire qu'ils sont financés aussi par la Fondation pour la Shoah, de mémoire de la Shoah. Je respecte énormément la Fondation de la mémoire de la Shoah. Mais alors pourquoi la mémoire de la Shoah, est-ce que M. Rudi Reichstadt fait un travail pour ça? Il est salarié de cette association. Donc, il y a une confusion des genres. Et on voit très bien qu'au-delà de mon cas personnel, au-delà du cas de Didier Raoult, au-delà du cas des autres, c'est toujours les mêmes cibles. C'est toujours le deux poids, deux mesures. Et c'est l'ambiguïté et l'amalgame. Soit on lutte contre le racisme, contre le séparatisme, et on s'en donne les moyens, et on ne salit pas les gens. Parce que moi, de ma vie, j'ai toujours combattu le racisme et l'antisémitisme. Je suis élu dans une zone, je pense que c'est un point important de mentionner ça. Parce que mes parents étaient résistants. Je suis élu dans une zone où j'ai une très forte communauté juive avec qui je m'entends très bien et avec qui on travaille. Tout le monde me connaît, tout le monde sait qui je suis. Je suis gaulliste, j'ai pas l'ombre d'un... Donc, au nom de quoi
la délégation, les services du Premier ministre. D'ailleurs, j'ai vu que le Fonds stratégique pour le développement de la presse avait aussi donné une subvention. Bon, donc en fait, c'est très simple. C'est une officine politique. C'est une officine politique au service d'Emmanuel Macron, avec des influences étrangères parfois, mais je n'ai pas les éléments. Il y a eu une enquête d'un confrère à vous, Blast. De Blast, oui, tout à fait. Alors, M. Mendès France, le travail M. Rudy Reichstadt dénonce le travail de Blast. Moi, je suis pas à la place de Blast, mais c'est très intéressant quand même, parce qu'on voit bien que ce soit sur le conflit israélo-arabe, que ce soit sur la politique étrangère, c'est quand même très néoconservateur, mais ça libre à eux, mais pas avec de l'argent public. Voilà, en fait, il y a le mélange des genres, il y a toujours d'agresser les opposants. Et moi, je vais vous dire une chose, maintenant, ça suffit. J'ai décidé de ne rien laisser passer. Parce qu'en fait, trop souvent, les hommes politiques ont peur. Ah oui, mais qu'est-ce que va dire Libération? Qu'est-ce que va dire Le Monde? Qu'est-ce que va dire France Info? Qu'est-ce que va dire France Inter? Parce qu'en fait, c'est les mêmes réseaux. Ils s'invitent entre eux. Ils se financent entre eux. Et je pense aussi... En tout cas, c'est écrit dans Blast, et moi je demande vérification, c'est pour ça que j'aimerais une commission d'enquête parlementaire, une mission d'information, c'est qu'il y a aussi des liens avec Google, il y a des liens peut-être avec les fournisseurs d'accès. Est-ce qu'au moment de l'élection présidentielle, pourquoi certains comptes ont été shadowban? Pourquoi invisibilisé, hein, shadowban. Invisibilisé, pardonnez-moi, c'est moi qui défends la langue française, c'est pas bien. Pourquoi des comptes ont été invisibilisés? Pourquoi Emmanuel Macron avait une stratégie très forte sur les réseaux sociaux et pourquoi les adversaires avaient du mal? Est-ce qu'il y a eu des complicités? Je n'en sais rien. Mais moi, je pense, en tout cas, que maintenant, on ne doit plus se laisser faire. Pourquoi on ne doit plus se laisser faire? Parce qu'on a eu raison sur tout. Aujourd'hui, la vérité apparaît sur l'affaire Covid, parce que, ah oui, toute cette petite bande nous a défoncé au moment de la crise Covid. Qu'on était des inconscients, qu'on voulait pas protéger les gens, qu'on était des anti-vax. Mais le vaccin Covid n'est pas un vaccin. Donc moi, je suis pas anti-vax. Mais en revanche, j'aime pas les escroqueries. Donc, on a été défoncés. Et comme par hasard, c'est toujours à sens unique. Et je crois qu'à un moment, il faut qu'on porte la contre-offensive. Il faut les débusquer. Qui ils sont, par qui ils sont financés. Libre à eux de s'exprimer. Libre à eux de lutter contre le racisme. Et au contraire, je les soutiendrai toujours. Mais pas la confusion des gens. Parce qu'en fait, est accusé de complotiste celui qui ne pense pas comme Macron. C'est tout. Donc, juste pour le clarifier, donc pour vous, les causes qui sont nobles, lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme, sont des choses qui sont fondamentales dans la République française. Tout à fait. Et qu'il y ait des organismes publics qui donnent de l'argent pour ça, oui. Mais ce ne sont pas les personnes qui travaillent sur ces sujets, ne devraient pas faire de la lutte politicienne, d'amalgame, au service d'une cause politique ou au service de positions de politique étrangère qui entraînent la France dans des conflits qui ne sont pas les siens. Donc, le deuxième point, c'est que en tant que député, donc vous êtes quelque part rendu responsable de poser des questions au gouvernement. Vous posez des questions de manière à savoir comment sont utilisés les fonds publics et savoir si jamais leur usage initial est vraiment utilisé voilà. Fin initiale. En fait, on a vu que le fonds Marianne, il y a eu une enquête du Sénat. Maintenant, je voudrais qu'il y ait une enquête de l'Assemblée nationale. Moi, je suis député non inscrit. Donc, j'ai pas le pouvoir de déclencher des commissions d'enquête, mais je vais écrire à mes collègues présidents de groupe en leur disant, je veux savoir, je veux qu'on arrête l'alimentation en crédit public d'officines politiques. Et transparence, donc, de l'usage des fonds publics. Tout à fait. Alors, il y a transparence parce que d'ailleurs, je remarque que j'ai été attaqué suite à ma vidéo par Monsieur Mendès France, Monsieur Tristan... Rudy Reichstadt, Rudy Reichstadt, par Madame ou Monsieur, je sais plus, Medioni, ou un nom comme ça. David Medioni. David Medioni et tout, comme quoi. Mais ils ont rien à dire parce que je me suis appuyé sur des chiffres officiels. Moi, je fais pas pour le coup, je n'accuse pas sans chiffres. Et encore une fois, je voudrais savoir en quoi la DILCRA finance des gens qui se livrent à des attaques quasiment personnelles. J'ajoute qu'il y a le lien avec les médias, mais il y a aussi le lien avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est un bouli-goula incompréhensible. En fait, c'est très clair, c'est placer les copains, c'est les rémunérer, c'est s'attaquer aux adversaires politiques, et il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Et il va falloir qu'on sache ce qui s'est passé.
Et donc, une mission d'enquête pour essayer de contrôler, donc par la transparence, le contrôle de l'usage des fonds publics. Et on rappelle quand même que Bruno Le Maire, aujourd'hui, cherche à faire des économies. Donc, peut-être que si les fonds publics, il y en avait un petit peu moins qui étaient utilisés aux mauvaises causes, peut-être qu'ils étaient vraiment utilisés. En tout cas, je vais vous dire, on serait aux États-Unis, une affaire comme ça, ce serait gravissime. Parce que c'est l'utilisation des fonds publics à des fins politiques. C'est gravissime. Et surtout des belles causes. Des belles causes. Donc, alors, détournement de belles causes. Détournement de causes. C'est comme, vous savez, les gens qui utilisaient les dons pour le cancer pour acheter leur cuisine. Il y a eu un président comme ça à un moment. Donc, un travail donc de Éric Morillo qui a dévoilé, on va dire, l'utilisation de certains fonds de la DILCRA, donc des dons de la DILCRA. Et quand même, on rappelle que Rudi Reichstadt était allé sur Europe 1 pour dire qu'il n'avait jamais reçu de fonds publics. Tout à fait. Donc, quelque part, il va faire des représentations au Sénat où on s'aperçoit et il raconte à qui veut l'entendre quelque chose. Donc, le travail du journaliste, c'est aussi de vérifier. Donc, pour vous, vous voulez vérifier que je veux que l'argent pour des nobles causes aille aux nobles causes, et je veux que les bases œuvres politiciennes d'Emmanuel Macron ne soient pas assurées par de l'argent public. Voilà. Ça paraît assez clair. Et que la politique étrangère de la France soit peut-être un peu moins sous influence américaine. Atlantiste. D'ailleurs, juste à ce sujet, peut-être une question. Donc, vous avez aussi fait beaucoup de vidéos, vous êtes beaucoup exprimé sur l'accord franco-ukrainien et la guerre en Russie. Donc, aujourd'hui, vous en êtes où, en fin de compte, de ces démarches que vous avez effectuées? Alors, d'abord, premier point, l'accord franco-ukrainien, qui est en fait une photocopie d'un accord anglais qui a été proposé par l'OTAN et qu'ont voté l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France, ne vise qu'à rendre irréversible l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, ce qui veut dire enquister le conflit entre la Russie et l'Ukraine pour des dizaines, des décennies et ruiner l'Europe. Donc, bien évidemment, je regrette d'avoir été le seul à voter contre du côté droit. Il y a eu 99 voix contre, sinon de la gauche, la France Insoumise pour une fois et les communistes. Mais c'est quand même tragique que les parlementaires n'aient pas lu cet accord. Deuxième point, cet accord n'a pas été ratifié par l'article 53. Donc, en fait, il n'a pas été ratifié. Cet accord est un objet juridique non identifié, qui n'a pas de valeur juridique. L'article 53, l'article 53, c'est que le président de la République négocie des accords, et ça, il les négocie, mais pour qu'ils soient appliqués, quand il y a une conséquence sur les finances publiques, il faut qu'il y ait ratification parlementaire pour qu'il soit appliqué. Mais pourtant, il n'y a pas eu de ratification parlementaire. Il y a bien eu un vote au Parlement. Oui, mais parce qu'ils ont utilisé l'article 50 alinéa 1, qui est un débat de politique générale suivi d'un vote non contraignant. Donc en fait, ils ont utilisé, suite à la pression qu'on avait faite avec Alain Houpert, je remercie beaucoup le sénateur Houpert qui est très courageux, ils ont organisé un vote rapide pour coincer la représentation nationale, mais la représentation nationale s'est laissée manipuler, toujours avec la même obsession. Non pas lire ce qu'on leur soumet, les députés et les sénateurs, mais se dire « qu'est-ce qu'on va penser de moi si je vote contre ?» C'est-à-dire « ah, si je vote contre, je ne suis pas un bon soutien d'Ukraine. Ah, je suis un méchant russe. Moi, je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien, je défends les intérêts de la France. Et les intérêts de la France, sur le plan financier, sur le plan économique à terme, sur le plan géopolitique, c'est d'arrêter cette guerre. Et donc j'estime que le devoir des parlementaires serait de lire les textes. Et pas de penser au qu'en dira-t-on. Arrêter cette guerre, c'est pas vraiment notre guerre, c'est une guerre entre eux, c'est donc contribuer à l'effort de paix, on va dire. Oui, c'est-à-dire que plutôt que d'alimenter par de l'argent public, parce que Emmanuel Macron a dilapidé 13 milliards d'euros en une semaine, 3 milliards en aide directe, dans l'accord franco-ukrainien, qui va se reproduire chaque année, donc 3 milliards déjà cette année, et 10 milliards au titre des fonds européens qui ont été ajoutés, les 50 milliards, et nous contribuons à près de 20% de ces fonds. Donc ça veut dire qu'en une semaine, alors qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour les chômeurs de longue durée, alors qu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, Emmanuel Macron jette 13 milliards qui vont servir à quoi? À acheter des armes américaines pour faire tuer des Ukrainiens. Et ben moi j'estime que la France, je pense que le monde attend de la France une autre politique, qui est d'éteindre l'incendie. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que les Russes sont parfaits, je ne dis pas que les Ukrainiens sont parfaits, mais je dis que les deux parties sont épuisées, que c'est le moment de faire la paix, et pour ça il faut deux choses. Il faut arrêter de livrer des armes, ce que Trump a compris, et il faut deuxièmement, absolument, ne pas faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, puisque
C'est comme si vous faisiez rentrer Cuba avec l'armée chinoise. Pour ne pas aller provoquer la Russie, quelque part. C'est même pas provoquer, c'est que... respecter les accords de Minsk. Respecter les accords de Minsk, et puis tout simplement comprendre peut-être une fois dans sa vie que jamais les États-Unis n'accepteraient qu'au Mexique il y ait des bases chinoises ou russes. Jamais la France n'accepterait qu'il y ait des missiles chinois à Monaco basés sur Paris, dirigés vers Paris. C'est complètement aberrant. Donc il y a un moment, il faut arrêter ce cirque qui ne vise qu'une chose, à démanteler la Russie, qui ne vise qu'une chose, c'est faire avancer des pions et à couper le lien entre l'Europe occidentale et la Russie, à ruiner notre économie, parce que c'est pas l'économie russe qui est ruinée là, c'est l'économie française. Surcoût de l'énergie, effondrement industriel et bipolarisation du monde entre la Chine et les États-Unis. Voilà le résultat brillant de ces va-t-en-guerre de salon. C'est une honte ce qui se passe. Il faut réagir, mais là, je regrette que mes collègues me disent en privé, t'as raison, mais on ne peut pas dire ça parce qu'après, la télé, tiens, les Rudi Reichstadt et compagnie vont nous dire oh, « tu es pro-russe ». Mais moi, je ne suis pas pro-russe. Je suis neutre. Je veux la fin de cette guerre et la fin du massacre. Et je veux que l'Europe retrouve une relation avec la Russie parce que c'est la condition de son existence au XXIe siècle pour stabiliser le Moyen-Orient, stabiliser l'Afrique et ne pas être coincé entre la Chine et les États-Unis. Enfin, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça quand même. Nicolas Dupont-Aignan, quand vous entendez le président s'en prendre un peu à Bruno Le Maire en lui rappelant que quand il cherche des économies, il lui dit « mais qui est le ministre de l'économie et des finances depuis 7 ans ?» Vous avez envie de dire à Emmanuel Macron « mais qui est le président depuis 7 ans ?» Oui, non mais c'est pathétique. Je vais vous dire, il y a 2 économies immédiates qu'on peut faire. Immédiates. Première économie, 30 milliards d'euros. 30 milliards sur les fournisseurs d'électricité. C'est le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, qui vient de dire qu'ils ont pris une rente de 30 milliards. Le bouclier tarifaire qu'on a financé, ça a été dans la poche des fournisseurs d'électricité. On rétablit un prix national de l'électricité, on rétablit un fournisseur unique, on arrête avec cette gabegie. Déjà, on fait beaucoup de milliards d'économies. Et la deuxième, vraiment économie incroyable qu'on pourrait faire, c'est de mettre fin aux emprunts à taux variable indexés sur l'inflation. 10% de notre dette est empruntée à taux variable indexé sur l'inflation à des taux bien supérieurs aux taux fixes. Pour le profit de qui? Des marchés financiers, des amis de M. Macron et des banques. Donc, et ça a coûté combien à l'État? 12 milliards en 2022, 14 milliards en 2023. 10% de notre dette nous coûte une folie. Parce que depuis qu'il est arrivé, Emmanuel Macron, alors ça a commencé sous Strauss-Kahn, mais à l'époque, les taux variables étaient inférieurs aux taux fixes, donc on pouvait encore excuser. Mais là, on savait, bien évidemment, ils ont continué à emprunter à taux variables indexés sur l'inflation, des taux à 6, 7, 8%, quand ils pouvaient emprunter à 2 ou 3. Donc des économies certaines à faire. Il y a des vraies économies à faire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire lutter contre une certaine oligarchie. Voilà. Parce que je trouve absolument immonde qu'on s'attaque aux chômeurs de plus de 55 ans, qu'envoient 300 CV par an et qui reçoivent aucune réponse pour économiser 300 millions d'euros et qu'on donne 12 milliards aux banques, 30 milliards aux fournisseurs d'électricité, 13 milliards à l'Ukraine. Donc si on veut trouver des économies, on peut en trouver. On peut en trouver, ça ne sera pas facile. Attention, il n'y a pas un gisement miracle, mais il faudrait déjà arrêter la gabegie financière de M. Macron et Le Maire. Et les deux font la paire et les deux travaillent ensemble depuis 7 ans. Qu'on ne nous dise pas autre chose. Donc, qui est le patron de M. Le Maire, quelque part. Oui. Juste, peut-être une dernière question. Et qu'est-ce qu'a fait, excusez-moi, M. Macron, quand il était à la place de M. Le Maire? Parce que la gestion Macron, c'est pas 7 ans, c'est 10 ans. Notamment sur les emprunts à taux variable. Scandale d'État dont aucune presse ne parle. À chaque fois que j'en parle dans un média, circuler, il n'y a rien à voir. Peut-être juste une dernière question. L'agenda de l'Assemblée nationale est très chargé. Il y a quand même des lois sur les dérives liberticides qui reviennent la semaine prochaine. Donc pour vous, c'est une marche forcée vers quelque chose qui s'apparente à un totalitarisme ou un autoritarisme politique. Ah oui, et c'est très bien fait. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube que vous retrouverez où j'ai décrit les 4 lois là. 4 lois, propositions de loi. Toujours des nobles causes. Lutter contre la pornographie enfantine, bah bien sûr on est tous d'accord. C'est la loi Sren qui crée le délit d'outrage, qui est une base juridique impossible et qui n'a rien à voir avec la pornographie.
Tiens, comme par hasard. Deuxième loi, la lutte contre les dérives sectaires. Personne n'est pour les sectes. On est tous contre les sectes. Ah bah tiens, comme par hasard, il y a une disposition qui casse les lanceurs d'alerte et qui aurait fait que Didier Raoult ou le professeur Perron n'auraient pas pu s'exprimer. Et ça passe le 9, mardi à l'Assemblée. Et là, on avait réussi à la bloquer une nuit. Et puis à la dernière séance, les députés communistes sont pas venus. La France Insoumise n'est pas venue. Les LR étaient absents. Les Lyot étaient absents. Pourquoi c'est passé ? C'est extrêmement grave. Vous avez donc la loi Sren, la loi sur les dérives sectaires, et puis vous avez deux propositions de loi. Une proposition de loi soi-disant contre les ingérences étrangères qui va permettre d'appliquer, de surveiller les téléphones et les ordinateurs de tout le monde sous prétexte d'ingérence étrangère, ce qui était réservé avant aux terroristes. Bizarre. Donc on étend un petit peu les prérogatives juridiques et judiciaires. Énorme, et même énorme. Et puis une dernière loi, alors bien sûr, là aussi on est tous pour. Lutter, renforcer les sanctions contre le racisme et l'antisémitisme. On est tous d'accord. Et bien là aussi, il y a des dispositions où des propos non publics pourraient être poursuivis. Vous avez vu la loi qui vient de sortir en Écosse ? C'est-à-dire que l'objectif, là, c'est de surveiller pas les propos dans votre salle à manger, encore que vous pouvez avoir un dîner de famille où quelqu'un vous dénonce à la police, mais pire, c'est de traquer les boucles. Parce qu'ils ont réussi à tenir les médias. Ils ont réussi à essayer d'invisibiliser sur certains réseaux certaines personnes. Et leur grande hantise maintenant, ce sont les boucles. Boucle Telegram, boucle WhatsApp. Et cette proposition de loi discrète, elle vise à pouvoir entrer dans les boucles. Donc vous le voyez qu'il y a un vrai danger. Je supplie ceux qui nous regardent d'écrire à leurs députés, de leur dire, mardi 9, mercredi 10, vous avez le pouvoir de voter contre. Si les oppositions s'entendaient, on pourrait voter contre. Donc là, c'est pas la faute seulement de la minorité majoritaire, c'est les oppositions qui désertent. Et donc on rappelle que donc ces oppositions qui désertent parce que des organismes comme des officines comme Conspiracy Watch sont là pour voter, pour noter, on va dire, le comportement et le bon comportement de ces oppositions. Et c'est pour faire croire. Mais moi, je vais vous dire, j'ai confiance parce que les Français, plus je les vois, ne supportent plus. D'abord, beaucoup ont éteint leur télé. Donc ça, j'aimerais avoir, tiens, il y a un truc qui serait très intéressant. Moi, j'aimerais avoir par l'audimat le nombre de Français qui ne regardent plus la télévision. Eh bien, je pense qu'on serait surpris du chiffre. Donc, vous savez, l'information change et je crois qu'en tout cas, moi, j'aimerais que les femmes et les hommes politiques de notre pays arrêtent de se laisser culpabiliser toujours par le qu'en dira-t-on, qui pensent par eux-mêmes. Ça serait pas mal. L'esprit critique, retrouver l'esprit critique. En tout cas, merci beaucoup. Après, chacun pense ce qu'il veut. Nicolas Dupont-Aignan pour cet entretien essentiel qui revient sur les vrais sujets d'actualité, qui remet l'église au centre du village. Merci à vous tous de nous soutenir sur François. Oui, il faut soutenir François. On essaie de vous donner une information différente et on espère que justement les lecteurs ne nous déserteront pas parce qu'on essaye de vous amener justement cette information qui est loyale, d'ailleurs au péril de notre existence, puisque de temps en temps on remet en cause notre agrément, mais on se battra jusqu'au bout. Et donc, juste un petit message de la fin, Nicolas Dupont-Aignan. Les faits vous donnent raison. Donc, c'est ça qui est terrible, c'est qu'en plus, on pourrait avoir tort d'ailleurs, on peut se tromper. Hein. Mais nous, moi je demande qu'il y ait la liberté. Puis après, les Français jugent. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que les fameux complotistes ont eu souvent raison avant les autres quand même. C'est bizarre. Et donc, à l'attention donc des personnes qui ont été citées, Rudi Reichstadt, Julien Pin, si jamais vous voulez un droit de réponse, vous êtes bienvenue chez François, bien sûr. Et je pense que Nicolas Dupont-Aignan sera prêt à vous à débattre avec vous sur ces sujets autour des éléments factuels qui sont essentiels à l'information de manière à ce que ce soit indéformable. À très bientôt sur François. Soutenez-nous.